Chapitre 3. Le drame de Birlstone. On permettra que je laisse un instant de côté mon humble personne pour exposer à la lumière de nos renseignements ultérieurs les événements qui précédèrent notre arrivée sur la scène du drame. Ainsi seulement on pourra juger les personnages et connaître l'étrange décor où s'encadra leur destin. Le visage de Birlstone est un trait d'ancien petit groupe de cottages en pans de bois sur la limite extrême du comté de Sussex. Il n'a subi aucune altération durant des siècles, mais dans ces dernières années, sa situation et son pittoresque ont attiré un certain nombre de riches résidents, dont les villas clignent de l'œil à travers les futaies d'alentour. Dans ce pays, on considère ces futaies comme constituant la lisière extrême de la forêt de Wall, qui va s'amincissant de plus en plus vers les dunes crayeuses du port. Quelques petits magasins ont commencé de s'installer à Birlstone pour les besoins de population nouvelle, en sorte qu'on peut prévoir le jour où ce village, suranné, aura fait place à une ville moderne. Il est le centre d'une région très étendue, puisqu'on doit aller jusqu'à Tunbridge Wells, à 10 ou 15 miles dans l'est, sous les confins du Kent, pour rencontrer une autre localité tant soit peu importante. À un demi-mille environ de la ville, dans un très vieux parc fameux par ses énormes chênes, se dresse le manoir de Birlstone. Une partie de ce vénérable édifice date de la première croisade. Au centre du domaine que lui avait octroyé Guillaume le Roux, Hugo de Capus bâtit à l'époque une petite forteresse que le feu détruisit en 1540 et dont quelques pierres angulaires, noircies par la fumée, furent utilisées quand, sous l'estuaire, une maison de campagne construite en briques fit table rase du château féodal. Le manoir, avec ses nombreux pignons et ses fenêtres à losanges, demeura tel que son propriétaire l'avait laissé au début du XVIIe siècle. Des deux fossés qui gardaient la demeure à laquelle il s'était substitué, on avait asséché le plus grand pour le transformer en jardin potager. L'autre continuait d'enceindre la maison. Il mesurait 40 pieds de large, mais n'avait guère que quelques pieds de profondeur. Un petit ruisseau l'alimentait et le prolongeait, de sorte que l'eau, bien que trouble, n'en était ni croupissante ni malsaine. Les fenêtres du rez-de-chaussée en dominaient d'un pied à peine la surface. On accédait au château que par un pont-levis, dont les chênes et la tour, rouges, pris par la rouille, étaient longtemps restés hors d'usage. Mais les derniers occupants du manoir, avec une énergie bien caractéristique, avaient tout fait remettre en état. Et non seulement le pont-levis pouvait maintenant fonctionner, mais on le remontait chaque soir et on le rabaissait chaque matin. Par cette coutume renouvelée de la féodalité, le manoir s'isolait toutes les nuits dans son île, ce qui allait avoir une portée directe sur les mystérieux événements appelés à retentir bientôt dans toute l'Angleterre. La maison, inhabitée depuis plusieurs années,
menaçait de se délabrer quand les Douglas en prirent possession. La famille ne comprenait que deux personnes, Douglas et sa femme. Douglas était un homme également remarquable au moral comme au physique. Âgé d'à peu près 50 ans, les mâchoires puissantes, les traits rudes, la moustache grisonnante, les yeux d'un bleu-gris très particulier, on sentait dans tous ses membres nerveux et vigoureux le ressort, la souplesse initiale intacte de la jeunesse. Cordial et gai vis-à-vis de tout le monde, il donnait pourtant quelquefois une certaine brusquerie de manière, l'impression d'avoir vécu dans un milieu moins relevé que la société de Sussex, et d'inspirer dans ses voisins plus cultivés une curiosité mêlée de réserve. En revanche, il ne tarda pas d'acquérir une grande popularité parmi les gens du village. Il souscrivait magnifiquement à leurs œuvres, assistait à leurs concerts funéraires, à leurs fêtes, et doué d'une belle voix de ténor, se montrait, en toute occurrence, empressé à les obliger en leur prêtant le concours de son chant. Il semblait avoir une grosse fortune, gagnée, disait-on, dans les mines d'or de Californie, et ses propos, comme ceux de sa femme, indiquaient qu'il avait passé une partie de sa vie en Amérique. La bonne impression produite par les générosités et par ses façons démocratiques était accrue par une réputation d'absolue indifférence au danger. Très mauvais cavalier, il n'en était pas moins de toutes les chasses et faisait des culbutes inouïs en voulant à tout prix avoir raison des bêtes. Lors d'un incendie chez le vicaire, il se signala par l'intrépidité avec laquelle il entra plusieurs fois de suite dans la maison pour sauver le mobilier, après que les pompiers eurent déclaré la chose impossible. Des traits de ce genre avaient fini par lui valoir en 5 ans une espèce de célébrité à Bloodstone. Sa femme ne rencontrait pas une moindre sympathie chez ceux qui l'approchaient. Il est vrai que nos usages réduisaient un peu le nombre de ses connaissances. Étrangère au pays, est venue s'y établir sans lettre d'introduction. Elle ne recevait guère de visites. Elle s'accommodait de la retraite, sans doute par disposition naturelle. Le choix de son mari, de sa maison, semblait l'absorber totalement. On savait qu'elle était anglaise, qu'elle avait rencontré Douglas à Londres, et qu'à cette époque il était veuf. Belle, brune, élancée, elle pouvait avoir quelques 20 ans de moins que lui, mais cette disparité n'avait pas l'air de contrarier beaucoup l'harmonie du ménage. Pourtant, ce qui les voyait d'un peu, ça veut dire parfois qu'il régnait pas entre eux une confiance absolue, car l'extrême discrétion de la femme en ce qui concernait le passé du mari montrait que vraisemblablement elle en était mal informée. Quelques observateurs avaient en outre surpris certains signes de nervosité chez Mistress Douglas. Elle manifestait la plus vive inquiétude, ce que son mari, absent, tendait à revenir. Et dans le calme de ces coins de campagne,
où l'on accueille avec empressement la moindre rumeur, cette faiblesse de la dame, du mari, ne manqua pas de provoquer les commentaires et le souvenir s'en amplifia dans la mémoire des gens quand les événements lui donnèrent une signification. Il y avait sous le toit des Douglas une troisième personnage. Celui-ci n'y faisait à la vérité que des séjours intermittents, mais il s'y trouvait au moment du drame. Et son nom courut bientôt dans le public. C'était Cecil James Barker de Hellas Lodge, Hampstead. La grande rue de Burlstone regardait souvent passer sa longue silhouette déjà grandée. Il ne pouvait moins faire qu'attirer l'attention. Il était, au-dessus de chacun, le seul ami du temps passé que Douglas eût introduit dans sa nouvelle existence. Tout en lui accusait indéniablement son origine anglaise, mais on savait par lui-même qu'il avait connu Douglas en Amérique et vécu dans son intimité. Ses dehors étaient ceux d'un homme très riche, on le disait célibataire. Plus jeune que Douglas, il n'avait certainement pas dépassé 45 ans. Grand, droit, largement bâti, le visage glabre d'un champion de lutte, il possédait, sous d'épaisses touffes de sourcils noirs, deux yeux impérieux qui, sans l'aide de ses fortes mains, il suffit à écarter devant lui une foule hostile. Il ne chassait ni montait à cheval, mais il flânait des journées entières, la pipe à la bouche autour du vieux village, ou bien, en compagnie de son hôte, quand son hôte était là, et de son hôtesse, quand Douglas était absent, il parcourait en voiture la belle campagne environnante. Un brave monsieur, sans façon, et qui a la main ouverte, disait de lui Arms, le maître d'hôtel. Affectueux et familier avec Douglas, il ne témoignait pas la moindre amitié à sa femme, ce qui provoquait des accès d'humeur chez le mari, à tel point que les domestiques s'en apercevaient. En dehors de lui, qui partageait la vie de la famille quand survint la catastrophe, le manoir abritait un nombreux personnel. Il suffira de citer ici l'important, l'excellent, le respectable Amos et Miss Helen, une alerte et joyeuse personne qui aidait Mrs. Douglas dans le gouvernement de la maison. Les deux autres serviteurs se trouvèrent en rien mêlés aux événements de la nuit du 6 janvier. Donc, cette nuit-là, vers 11h45, M. Cecil Barker arriva tout courant et très ému devant le petit poste de police que commandait le sergent Wilson, des constables de ce sexe, et tira furieusement la sonnette. Il venait de se passer au manoir une chose terrible. M. John Douglas avait été assassiné. Barker jeta d'un trait la nouvelle et repartit précipitamment, suivi à long intervalle par le sergent, qui n'ayant pris que le temps d'avoir avertir les autorités du comté, fut sur le lieu du crime. En se présentant au manoir, le sergent trouva le pont-levis baissé, les fenêtres éclairées, toute la maison sans dessus-dessous. Les domestiques blêmes se pressaient dans le hall.
Le maître d'hôtel, épouvanté, se tordait les mains à l'entrée. Seule Cécile Bercker dominait son émotion. Il ouvrit la première porte et montra le chemin au sergent. Sur ces entrefaites arrive le docteur Wood, praticien actif et expérimenté, qui était le médecin du village. Les trois hommes pénétrèrent de compagnie dans la chambre fatale. Le malheureux maître d'hôtel venait derrière en eux, s'empressant de pousser la porte afin de cacher aux femmes de chambre le tragique spectacle qui s'offrait. Le mort gisait tout son long, sur le dos, au centre de la pièce, vêtu d'une robe de chambre passée sur sa chemise de nuit, les pieds nus dans des chaussons de tapisserie. Le docteur s'agenouilla près du corps, en s'éclairant de la petite lampe prise sur la table. Un coup d'œil lui suffit pour reconnaître que tous les efforts de son art seraient vains. Douglas portait d'atroces blessures. En travers de sa poitrine était posée une arme curieuse, un fusil de chasse dont on avait scié le double canon à un pied des gâchettes. Il était clair qu'on avait tiré sur Douglas à bout portant et que la charge l'avait frappé en plein visage, faisant voler la tête en éclats. Les deux gâchettes avaient été reliées par un fil de fer, de façon à rendre les deux décharges simultanées et plus meurtrières. Notre policier villageois ne put se défendre d'une certaine agitation en voyant fondre sur lui une responsabilité si redoutable. « Oh, je ne veux pas qu'on touche rien avant l'arrivée de mes chefs, dit-il la voix basse, en contemplant avec horreur le cadavre défiguré. On n'a rien touché jusqu'à présent, dit Cécile Baker. J'en réponds. Voyez tout dans l'état où je l'ai trouvé moi-même. Tirant un carnet de sa poche. Quelle heure était-il demanda le sergent. 11h30 précises. Oh, je n'avais pas commencé à me dévêtir. Je m'attardais près du feu chez moi quand j'entendis la détonation. Une détonation sourde, comme voilée. Je m'élançai. Oh, je crois bien que je suis ici en moins de 30 secondes. La porte était-elle ouverte? Oui, oui. Et j'aperçus le pauvre Douglas à la place et dans la position que voilà. La bougie qu'il avait apportée dans sa chambre brûlait sur la table. C'est moi qui, quelques minutes après, allumai la lampe. Personne dans la pièce. Personne, non. J'entendis dans l'escalier Mrs. Douglas. Pour lui épargner l'horreur du tableau qui l'attendait, je courus à sa rencontre. Marchalaine, la gouvernante, survint et emmena sa maîtresse. Armes s'arrivant là-dessus, je rentrai avec lui dans la chambre. J'avais compris qu'on remontait le pont de Levis chaque soir. Il était remonté, puisque pour sortir, j'ai dû le redescendre. Comment, dans ces conditions, un meurtrier aurait-il pris la fuite? Impossible. Nous sommes devant un suicide. Quand je l'ai cru d'abord, mais voyez. Et Barker écarta le rideau. La longue fenêtre losangée apparut grande ouverte. Mais ceci encore. Et à la misère de la lampe, il montrait, sur l'appui de bois, une tache qui semblait l'empreinte sanglante d'une semelle. Vous voulez dire que l'assassin aura traversé le fossé? Précisément. Donc, puisque vous êtes rentré ici dans les 30 secondes qui ont suivi le crime,
L'homme était dans l'eau à ce moment, sans aucun doute. Plût à Dieu que j'eusse couru vers la fenêtre. Mais le rideau la masquait, comme vous venez de le voir. Je n'y ai pas songé. Puis j'ai entendu le pas de Mrs. Douglas. Je ne pouvais le passer et laisser entrer. C'eût été trop périmé, pénible. Oh, certes, fit le docteur en regardant la tête fracassée. Je ne me rappelle rien de pareil depuis l'accident du chemin de fer de Brillstone. Voyons, reprit le sergent, dont le bon sens campagnard un peu lent s'attardait à la question de la fenêtre ouverte. Voyons, vous dites qu'un homme s'est sauvé en traversant le fossé. Soit, mais je vous demande, moi, comment le pont-levis était remonté. Il a pu repénétrer dans la maison. Oh, voilà bien la question, dit Barker. À quelle heure avait-on remonté le pont-levis? Ce fut Hammett qui répondit. Oh, vers 6 heures. Si je ne me trompe, poursuivit le sergent, on le remontait habituellement au coucher du soleil. Or, en cette saison, l'heure du coucher du soleil est plus proche de 4h30 que de 6. Mais Mistress Douglas offrait le thé à quelques visiteurs. On ne pouvait remonter le pont avant le départ. J'ai roulé moi-même les chaînes. Voici donc où je veux en venir, conclut le sergent. Si un ou plusieurs individus ont pénétré dans la maison, ils ont dû franchir le pont avant 6 heures du soir et demeurer cachés dans cette pièce jusqu'au moment où M. Douglas y est entré, après 11 heures. Parfaitement, M. Douglas faisait chaque soir sa ronde pour s'assurer qu'on avait bien éteint toutes les lumières. Quand il arriva dans cette chambre, le meurtrier qui l'attendait fit feu sur lui et se sauva par la fenêtre en abandonnant son arme. Je ne saurais mieux m'expliquer le fait. À ce moment, le sergent se baissa pour ramasser une carte qui traînait sur le parquet près du cadavre. On y voyait, grossièrement tracées à l'encre, les initiales V surmontant le numéro 341. « Qu'est-ce que cette carte » demanda-t-il en la portant à la lumière. « Oh, je n'avais pas remarqué, dit Baker, l'examinant avec surprise. Sans doute le meurtrier l'aura laissé derrière lui. VV 341. Je ne comprends pas. Le sergent tournait et retournait le bout de carton entre ses doigts gros. VV, qu'est-ce que cela peut bien être? Les initiales de quelqu'un, apparemment, mais qu'avez-vous là, Dr. Wood? C'était un gros marteau, un solide marteau d'ouvrier, que le docteur venait d'apercevoir sur le tapis du foyer. En même temps, Cécile Baker montrait au-dessus de la cheminée une boîte de clous à tête de cuivre. M. Douglas s'occupait hier à changer les tableaux de place. Je l'ai vu grimper sur la chaise que voilà pour accrocher cette grande toile. Remettons le marteau où il se trouvait, fit le sergent en se grattant le front d'un air perplexe. Les meilleurs caboches de police ne sont pas de trop pour venir à bout de cette affaire. On en parlera tant soit peu à Londres, avant que ce soit éclairci. La lampe à la main, il se mit à faire lentement le tour de la chambre. Soudain, poussant le rideau sur un des côtés, « Oh là !» s'écria-t-il d'un air très excité. « Quand avait-on fermé ce rideau ?»« Quand on avait allumé les lampes, » répondit le maître d'hôtel. « Un peu après 4 heures. »
Évidemment, quelqu'un s'est caché ici. Le docteur abaissa la lumière. Il y avait au coin de la fenêtre des traces de chaussures. Eh bien, je conviens que cela confirme votre théorie, monsieur Barker. L'homme a dû pénétrer dans la maison après 4 heures, quand les rideaux étaient déjà fermés, et avant 6 heures, puisque c'est vers 6 heures qu'on a remonté le pont. Cette pièce était la première qui s'offrit sur son passage, il s'y glissa. Et n'y voyant pas d'autre cachette, il se blottit derrière ce rideau. Oh, tout cela paraît clair. Il se proposait vraisemblablement de cambrioler la maison. Et par hasard, M. Douglas vint, alors il le tua et s'enfuit. D'accord, dit Barker, mais ne perdons pas un temps précieux. Et ne devrions-nous pas battre le pays avant que notre homme ait pris de la distance? Le sergent réfléchit une minute. Oh, pas de train avant 6 heures du matin, donc impossible qu'il se sauve par le chemin de fer. Sur la route, il y a des chances qu'il se fasse remarquer, avec ses jambes ruisselantes. D'ailleurs, je ne peux témoigner ici sans qu'on me relève, mais je crois qu'en attendant mieux, quelqu'un d'entre vous pourrait dès maintenant se mettre en quête. Le docteur, qui avait à son tour pris la lampe, examinait le cadavre. Que signifie cette marque demanda-t-il. Aurait-elle un rapport avec le drame? Le bras droit du mort, sortant de la robe de chambre, se montrait à nu jusqu'à la hauteur du coude, et vers le milieu de l'avant-bras, un curieux dessin brun qui représentait un triangle inscrit dans un cercle, se détachait vivement sur la pâleur graisseuse de la peau. « Oh, ce n'est pas un tatouage, fit-il en lorgnant à travers ses lunettes. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Cet homme a été marqué, jadis, de la même façon qu'on marque le bétail. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, je ne prétends pas savoir ce que cela veut dire, intervint Cécile Barker. Il y a bien 10 ans que je le vois sur Douglas, cette marque. Et moi, confirma le maître d'hôtel, oh, j'ai observé bien des fois, quand il relevait ses manches, même que je me demandais ce que ça pouvait être. Bon, alors, ça n'a rien de commun avec le crime, prononça le sergent. Mais c'est chose bizarre. Tout dans cette affaire est bizarre, eh bien. Qu'y a-t-il encore? Le maître d'hôtel venait de pousser un cri. Une des mains de la victime s'étalait sur le parquet. Il la désignait du geste. « On a pris son anneau de mariage !» bégaya-t-il. « Quoi? Oui, on a pris son anneau de mariage. Il le portait toujours au petit doigt de la main gauche. Dessus, il mettait une pépite brune. Et il avait au 3e doigt une bague torse en forme de serpent. Voici la pépite, voici le serpent. L'anneau a disparu. Ah, cette déclaration, dit Barker, est exacte. Le sergent précise. Si je vous entends bien, l'anneau était sous la pépite. Toujours. De sorte que le meurtrier, ou qui que ce soit, aura d'abord enlevé ce que vous dénommez la pépite, puis fait disparaître l'anneau, puis remis la pépite en place. Oui, c'est cela même. Le digne policier campagnard hocha la tête. Oh, plutôt nous en référerons à Londres, mieux ça vaudra, fit-il. White Mason est un homme très malin. Hein? Il n'y a jamais eu d'affaire
local qu'il n'est débrouillé. N'empêche qu'à mon avis, si nous voulons venir à bout de cette histoire, il faudra que Londres s'en mêle. Oh, je le dis sans honte. Elle n'est pas faite pour les gens comme moi.